Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Shirley. Salut Léo. Comment tu vas ? Très bien. Écoute, en plus on a bien mangé ce midi, ça t'a plu ? C'était cool. Franchement, c'était très, très cool. De la pub pour Loyal à côté de la gare Saint-Lazare. Allez-y, c'est très bon. Il existe une formule entrée-plat, une entrée plat-dessert et également une entrée. Un très bon café entrée, apparemment aussi. Un très bon café. Ton thé vert à la menthe était bon ? C'était très bien. Extraordinaire. Parfait. Donc on a bien mangé, on est tout prêt pour enregistrer. On est sur un sujet hyper intéressant aujourd'hui et dont on parle pas forcément trop, c'est le sujet de la confiance. Mais ça va pas être théorique, ça va pas être abstrait, on rassure tout le monde qui nous écoute. Avant qu'on parle de tout ça, c'est le moment où tu te présentes et où tu expliques aux gens qui tu es. Du coup, moi, je te connais sur les réseaux depuis que j'ai commencé à recruter. Donc, on ne peut pas t'éviter, entre guillemets, notamment tu vois, il y a 8-9 ans, un peu moins peut-être, tu as vraiment eu ce côté où tu étais partout, notamment avec tes vidéos très humoristiques que j'ai beaucoup aimé personnellement. Tu avais déjà fait un one-man show one-woman show jamais. Il faut que tu en fasses un jour, peut-être qu'on t'a dit ça déjà, mais fais-en parce que tu as beaucoup d'humour. Shirley, du coup, qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Déjà, pour commencer, j'ai envie de te dire que j'aime bien effectivement rire, blaguer. Moi, c'est ma grande passion. Je me marre avec mes enfants, je me marre au travail, je me marre sur les réseaux sociaux, mais tout de même, ça fait pas remplir le frigo. Donc, il y a quand même 2 jobs, on va dire, que j'endosse aujourd'hui. C'est le job de recruteuse en informatique depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc, ça commence à durer. J'ai créé ma structure en 2018, Build RH, où là, je suis donc recruteuse, mais aussi agent de carrière. Donc, c'est 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, j'aide les entreprises sur un projet de recrutement précis. Et de l'autre côté, ce sont les individus qui viennent généralement vers moi. Ce n'est pas moi qui les prospecte. Et ils ont une problématique donnée, donc ça peut être vraiment très très varié, c'est-à-dire une simulation d'entretien de recrutement, ça peut être la recherche d'opportunités, ça peut être aussi autour du droit du travail, ça peut être aussi que dit le marché informatique et où je vais. Je sors de ma prison dorée depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe, comment j'y vais, etc. Et à partir de ce point de départ, j'essaie de bâtir un accompagnement sur mesure, avec les moyens, mes forces et mes faiblesses. Et voilà, globalement, donc ça c'est vraiment mes 2 grandes casquettes. Après, à côté de ça, évidemment, j'adore partager mes blagues, mes vannes, mais aussi des fois des tips, des idées, des concepts. J'ai écrit sans prétention 3 livres, donc voilà, mon côté open source et mon côté donné, c'est vraiment aussi dans mon ADN. Donc voilà, c'est aussi ce que j'aime faire en conférence, dans des vidéos. J'ai une petite chaîne YouTube aussi par ailleurs, donc j'essaye d'être assez variée et présente sur les différents moyens de communication. Et tu t'adresses du coup aux 2 publics, tu t'adresses aux candidats et aux recruteurs, recruteuses. Ça, tu me disais là que tu avais fait un talk à Devox devant 800 personnes, d'ailleurs félicitations pour ça, Merci beaucoup. Pour parler de salaire, donc tout à trop fait, intéressant. On mettra la petite vidéo en lien, c'est tout récent, tu as dit en avril, c'est ça, donc on mettra la petite vidéo en description pour les gens qui veulent t'écouter parler salaire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimes dans la vie, pro ou perso, ou les 2 au choix ? Alors justement, par rapport à cette question, j'avais vraiment envie de parler plutôt de sujets perso. Okay. Parce qu'au final, voilà, on parle beaucoup de trucs pro, que ça soit sur LinkedIn. J'aime le sourcing, c'est génial. Voilà. Et moi, j'adore cuisiner, c'est tout bête, mais c'est récent. Avant, je cuisinais pas plus que ça, mais avec les enfants, mine de rien, on finit par dire tiens, ça peut être sympa de faire des trucs équilibrés, etc. Donc moi j'adore cuisiner et puis m'intéresser à des sujets un peu psychologiques, même si c'est pas du tout ma formation de base, même si c'est pas mon métier non plus, m'intéresser à la psychologie des gens, à comment ils fonctionnent, leurs biais cognitifs, et puis comprendre qui ils sont pour mieux
voilà, les aider et tout. Et puis même dans mon quotidien avec mon mari, mes enfants, comprendre un petit peu la complexité des humains, on va dire. Les relations humaines. Et du coup, c'est un peu le thème de l'épisode sur la confiance, justement. Mais par contre, du coup, tu ne cuisines pas tes candidats. Parce que ça, c'est un côté un peu négatif, tu sais, quand tu dis que tu cuisines quelqu'un. Donc, tu es cette recruteuse qui n'est pas méchante avec les candidats, qui justement crée de la confiance. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie ? Alors, par rapport à ça, c'est vraiment des trucs très pratico-pratiques. C'est de se faire réveiller par ses enfants la nuit, clairement. T'es là, t'es tranquille. Et puis en plus, moi, j'ai tellement du mal à me rendormir après. Là où il y a des gens qui se réveillent, ils se rendorment tout de suite. Okay, moi, c'est mort, c'est compliqué. Donc, de me faire réveiller en sursaut. Le dimanche, 5h du matin. Ah ouais, ça, c'est super compliqué. Et puis aussi, c'est tout bête, mais le côté être en mode speed tout le temps. Ok. C'est des personnes vraiment qui sont en mode, c'est leur rythme dans le quotidien d'être, je sais pas comment expliquer ça, mais jamais le temps, toujours busy, je le dis super mal, mais bon, tu m'as compris, avec le PC, la machine entre les mains, même pour parler, pour discuter. Moi, j'aime bien, tu vois, c'est tout bête, mais mon petit kiff, vraiment, des fois, avant un rendez-vous client, c'est presque d'apprécier de voir les gens qui bougent, tu sais. Je me mets sur ma petite terrasse à café, je prends mon petit jus d'orange pressé, et puis tu sais, je vois les gens, ils sont speed, ils sont en mode énervé, avec le téléphone et tout. Surtout à la Défense. Ouais, exactement. Et là, je regarde ça, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être un peu en mode privilège, tu vois. Le luxe de pouvoir se poser et de s'arrêter de temps en temps dans la vie, tu sais, c'est appréciable, on va dire. Donc, d'être speed tout le temps, ça n'a jamais été mon... Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. T'as transformé du coup une question, un truc que tu n'aimais pas, un truc que tu aimes. Ouais, c'est ça. C'est la beauté. Mon petit côté positif. C'est ce que dit Pitbull. T'as un négatif to positif. Voilà. Magnifique citation de Pitbull qui ne sert absolument à rien. Est-ce que tu as ramené, Shirley, un objet fétiche à chaque invité? Je leur demande de ramener quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose avec toi? Alors j'ai ramené mon repas de ce midi, mine de rien, qui me pèse de ouf. Qui est en train de se transformer en énergie. Non, franchement, je suis pas très objet fétiche. Je remarque que les personnes qui font parfois ce genre de trucs, c'est une façon un petit peu presque spirituelle de se réconcilier ou de se rassurer. Et c'est vrai que, bon, après, ça fait très prétentieux de dire ça, mais j'ai pas trop besoin, en fait, d'avoir un petit peu... de me raccrocher à quelque chose. Donc, non, j'ai pas ramené... je vais pas faire semblant en disant, voilà, ça, c'est petit nounours. Je l'ai depuis l'âge de 5 ans. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Voilà, il a arrêté une balle, on m'a tiré dessus quand j'étais à Walt Disney. Ouais, voilà, j'allais pas inventer un storytelling complètement claqué au sol. Donc franchement, j'ai pas ça. Pas de problème. Écoute, ravi du coup de parler avec toi le sujet qu'on a choisi ensemble. Alors c'est un sujet où on s'est dit, je me suis dit en vrai pourquoi pas, et plus je l'avance, plus je me dis genre ça va être bizarre comme sujet, mais on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être hyper intéressant parce qu'on va parler de la confiance. Donc on va d'abord commencer par la définition de Larousse. C'est un truc hyper chiant, tu sais. Confiance, mot latin qui vient de confiao, qui signifie la confiance. Du coup, c'est soit un truc que beaucoup de candidats critiquent, c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler. En gros, les candidats sur les réseaux te disent j'ai pas confiance dans les recruteurs. C'est tous des menteurs, c'est tous des bullshitters, les entreprises en général. Je trouve que plus on avance et c'est pas un truc générationnel. Peu importe l'âge, les gens n'ont pas confiance dans l'entreprise, les gens n'ont pas confiance dans les RH, les gens n'ont pas confiance dans les recruteurs et les recruteuses, dans les dirigeants, dirigeantes, etc. Pourquoi tu penses qu'il y a un déficit de confiance dans le recrutement? Alors, ce déficit de confiance, c'est tout bête, mais justement, on va parler de la fameuse définition de Larousse. Tu vois, tu disais, on rigole. T'as pris la définition? Et alors en fait, je pense qu'il y a quand même un lien, parce que ça vient de confidencia, qui veut dire T'as vraiment fait confier. Non, mais de ouf. Et en fait, se confier, tu vois, il y a le principe même d'écoute. Bien sûr. Et je remarque que c'est un métier, comme les métiers commerciaux, on va pas se mentir, où on parle plus qu'on écoute, en fait. On est là plus à vendre, à dire tout simplement ce qu'on a reçu comme information et comment derrière en faire une jolie façade, un petit peu comme un vendeur immobilier qui va te vendre toutes les caractéristiques de la maison, même si des fois, en tant que recruteur, tu n'as pas visité la maison, mais tu vas vendre quand même le truc. Et à un moment donné, ce déficit de confiance, c'est à force d'avoir raconté des choses et finalement que derrière, ça ne soit pas réalisé ou pas transformé. Il y a eu, à mes yeux, trop souvent des choses non dites avec du ghosting, par exemple, où tu as 0 retour sur une candidature, ou des choses qui ont été dites mais finalement pas tenues derrière, ou finalement des mensonges aussi sur des feedbacks, on t'a pas accepté sur le job,
pour une réalité qu'on ne peut pas toujours donner parce que ce n'est pas politiquement correct. Et donc, à un moment donné, c'est créer cette rupture entre finalement des fonctions commerciales. On va appeler plutôt ça comme ça parce que je préfère pas dire que c'est que les recruteurs, mais c'est les fonctions commerciales de vente, on va dire, et les gens qui en attendent quelque chose de toi en tant que vendeur. Et ça, tu le retrouves dans bien d'autres métiers, même quand tu rencontres, des fois, au supermarché ou j'en sais rien, dans ton commerçant du coin, il y en a qui vont t'inspirer plus confiance que d'autres. Il y en a qui vont vraiment te donner envie d'acheter, entre guillemets, un produit plutôt qu'un autre. Et ça, c'est plus une histoire de relationnel. Et le déficit aujourd'hui, à mes yeux, c'est qu'on est sur un monde professionnel qui s'écoute plus trop, en fait. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais ça crie beaucoup, même dans la société. Bien sûr. Tu vois beaucoup de... Oui, plus personne n'a confiance dans personne, en fait. J'ai envie de te dire, ça crie beaucoup, on s'entend plus. C'est finalement qui a la plus grosse voix, qui a le plus gros haut-parleur. On est dans la frénésie. Je parlais du côté speed, où il faut délivrer de la feature. On parlait du post LinkedIn à midi, tu sais, genre les gens qui font que de la com, en fait. C'est ça, et puis il y a des gens qui vont aussi développer un business... Et donc, ils ont besoin d'avoir rapidement les sous pour aller plus loin et développer le produit. Donc, il y a un petit peu ce côté, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de se parler, on n'a pas le temps de se dire les choses, on n'a pas le temps de remonter les problèmes. Et donc, à partir de là, il y a un déficit dans juste le temps de se dire les choses, quoi. Et la confiance, c'est de se connaître, tu vois. Et si du coup j'inverse les choses, comment tu penses que, tu sais, on parle beaucoup, moi j'aime bien, le terme des outils revient tout le temps en recrutement, c'est genre tu as un outil A pour faire ci, pour faire ça, des compétences, des soft skills, est-ce que la confiance serait pas en fait l'outil secret, l'outil ultime pour gagner le recrutement ? Alors, et si oui, comment du coup ? Par rapport à ça, justement, je trouve que le terme outil de la confiance me dérange un petit peu. Parce que pour moi c'est un chemin, tu vois, il y a un petit côté où une philosophie, c'est quelque part, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps, qui se gagne aussi parce qu'à un moment donné tu as fait de la générosité sur de l'information, sur du temps de compréhension, donc c'est quelque chose qui quelque part met énormément de temps à se créer, mais peut être détruit en 2 secondes, quoi. C'est jamais acquis, donc vraiment on est déjà sur un chemin, et qui dit chemin, il y a aussi la question de direction. Est-ce qu'à un moment donné tu es droit dans tes bottes, ou est-ce que tu changes tous les 4 matins de valeur ? Par exemple, des fois, moi, je vois des gens, ils disent qu'ils ont eu des problèmes de confiance avec leur entreprise parce que, tout simplement, un jour, ils ont dit blanc et le lendemain, ils ont dit noir. Et au final, toute la vision du produit, toute la vision même du projet change complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui provoque d'ailleurs souvent des démissions. C'est quand, à un moment donné, on change d'échelle ou quand même on change de valeur. Et donc, il y a le côté un peu, c'est pas un outil, à mes yeux, c'est un chemin qui doit... avec toujours en tête, c'est jamais acquis, tu vois. Okay. Et utiliser l'outil ultime comme si c'était finalement à la fin de quelque chose, alors que pour moi, c'est au début. C'est-à-dire que toute démarche de recrutement commence par la confiance. Tu as envie de parler avec ce recruteur parce que tu as confiance. Tu as envie de postuler parce que tu as confiance. Tu as envie de discuter, d'aller plus loin avec l'entreprise parce que tu as senti la confiance l'un envers l'autre, en fait. Et souvent, le truc ultime, justement, que tu dis, c'est le côté SAV. C'est-à-dire, à un moment donné, OK, la promesse, est-ce qu'elle est vraiment tenue ? Je t'ai donné ma confiance, mais finalement, ça ne s'est pas transformé exactement comme je le voulais. Ouais. Et c'est ça le plus dur pour moi. C'est la promesse. Est-ce que c'est pas l'outil ultime ? Là, on peut en parler pour le coup. C'est entre la confiance et la réalité, à quel point tu as été cohérent et aussi honnête, en fait. Parfois, moi, ça m'arrive des fois de dire aux individus, franchement, c'est la première fois que je recrute pour cette entreprise. Ouais, tu sais je sais pas ce que ça va donner. Pour toi, en tant que recruteuse externe, du coup, parce que tu recrutes pour des clients, tu n'es pas avec eux au quotidien. Exactement, et je leur dis, je sais pas exactement ce que ça va donner, je sais pas à quel point ce qu'ils m'ont dit, moi, comme information brute, ça va se traduire dans la réalité du poste, mais au moins j'ai l'honnêteté de dire que je sais pas, tu vois. Alors que je trouve dans le métier de vente, parfois, c'est une honte et c'est une faiblesse que d'annoncer qu'on ne sait pas, que d'annoncer qu'on n'est pas capable de promettre. Et donc, déjà, de promettre qu'on ne peut pas promettre, c'est tout bête, mais c'est déjà aussi une bonne réponse, tu vois. Et j'ai envie de dire que l'outil ultime, c'est à la fois un mix des deux, c'est-à-dire, déjà, effectivement, il y a un chemin vers la confiance, mais l'outil ultime, ce serait aussi à un moment donné de se dire à quel point
tu es capable de revenir sur ta décision, à quel point tu es capable de te remettre en question si la promesse n'est pas tenue, et aussi de dire pardon. Si à un moment donné, il y a une erreur de casting, si la personne finalement ne tient pas le job, se dire ouvertement les choses, presque désolé en fait, quoi. Et ça, c'est un mot qui n'existe pas toujours dans les relations personnelles. Surtout que souvent, le business de base, du coup, tu vois, c'est la raison pour laquelle souvent je trouve qu'il y a beaucoup plus de recruteurs et recruteuses indépendantes qui font un meilleur job que des cabs, parce que du coup, ils assument leurs erreurs. Là où un cab est beaucoup plus commercial et va vouloir juste closer pour faire de la thune. Des recruteurs et des recruteuses indép comme toi vont avoir plus ce côté de la chose bien faite, tu vois, genre à la fin, et du côté SAV dont tu parles. Du coup, concrètement, comment tu fais ça parce que là, on a des grands mots, mais c'est génial de faire ça. Typiquement, le numéro 1, enfin la base, c'est quoi? C'est le kick-off, c'est le brief que tu fais initialement avec ton client. Comment tu crées la confiance dès la définition du besoin? Première étape. Après, on va descendre petit à petit. Comment tu crées la confiance au stade même de définir ce que la boîte veut et définir ce que le candidat veut? Alors, déjà, c'est vrai que tu disais, tous les recruteurs, il y avait une forme de généralité. J'ai envie de dire, vraiment, déjà, chaque recruteur est très, très différent. Oui. Et parfois, on se définit en étant comme ça, et parfois, on n'est pas perçu comme ça aussi à l'extérieur. Donc, c'est important de dire déjà qu'il y a une grande distinction entre ce qu'on pense être et comment on est perçu aussi à l'extérieur. Ensuite, comment je fais en sorte, c'est déjà de me dire, est-ce que tout d'abord, on est d'accord pour la transparence. La transparence, c'est vraiment tout de A à Z. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui me disent, franchement, je ne suis pas capable de mettre ça sur la table, c'est assez confidentiel, c'est des données industrielles, etc. Je leur dis, d'accord, alors comment on peut, quel niveau, quelle granularité de transparence, sur quoi on peut aller? Et donc déjà, c'est d'être d'accord sur ce principe que je vais tout montrer. Il y a des entreprises, moi, dis-toi qu'avant, quand j'ai commencé à créer ma boîte, on m'a dit non, mais pas en rêve, je mets tout ça sur une annonce en recrutement. Donc j'ai eu, je crois, un truc comme 30 refus presque. Et jusqu'au jour où une start-up m'a dit on galère, donc tentons, allons-y joyeusement, faisons quelque chose de différent. Voilà, exactement. Et donc j'ai dit ok, et donc ça a permis un premier stade où cette annonce, elle était plutôt bien perçue sur le marché. Et ensuite, ça a permis d'être... on va dire, démocratisé. Donc déjà, la confiance, c'est le fait que ça marche. C'est tout bête, mais la confiance auprès des clients, ça a commencé comme ça. Okay. J'ai réussi à bien recruter, donc ça marche. Donc déjà, c'est tout bête, mais les entreprises, elles ont un peu cette vision très chiffrée, très résultat, donc elles ont besoin de sentir que ça marche. Donc tu montres des exemples d'autres boîtes qui ont réussi ça maintenant. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que les problèmes d'inclusion-diversité, c'est que même les sujets un peu méta, c'est que c'est triste à dire, mais elles ont presque besoin de chiffrer ça, de dire est-ce que ça marche, alors que c'est pas la question. Combien de candidatures en plus si j'ai une annonce longue, par exemple. Et donc déjà, ça a commencé comme ça. Ensuite, comment j'essaie vraiment de leur faire la confiance, et de se dire à un moment donné, le but c'est quoi? C'est de pas faire des erreurs de casting, c'est d'éviter au maximum les erreurs de casting. Donc c'est un coût, l'erreur de recrutement, c'est du temps passé ensemble, c'est du temps avec les candidats, c'est moins en termes d'honoraires aussi que vous allez me payer. Donc le but c'est de limiter la casse. Et donc, à partir du moment où elles vont montrer tout, à la fois les choses positives de leur projet, mais aussi les choses négatives, les gens, ils vont dire « Ok, ça c'est fait pour moi » ou au contraire, c'est pas du tout fait pour moi. Et d'avoir une attitude, entre guillemets, clivante, ça permet d'avoir des candidatures de meilleure qualité. Donc déjà, je gagne la confiance des clients en disant « Là, potentiellement, vous allez avoir des gens plus pertinent pour le poste, ça va limiter les coûts et ça a marché par ailleurs. Comment tu fais ça, Shirley, pour créer de la confiance côté candidat? Là, tu l'as dit côté entreprise, avec data et autres. Côté candidat, tu fais comment? Alors, côté candidat, clairement, c'est un peu différent. Dans le sens où je leur dis aux candidats, vous savez, moi, je choisis mes clients sur la base de la transparence. Et dès l'instant où c'est écrit noir sur blanc, la vérité de leur projet d'entreprise, c'est que c'est vrai, en fait. Et souvent, je leur dis, si c'était faux, les gens en interne viendraient me taper dessus. Les gens en interne diraient, non, on ne publie pas cette annonce. Donc déjà, c'est une sorte de garde-fou que d'avoir une annonce totalement transparente. Je leur dis, généralement, le leader sur le marché ou tel machin, c'est pour pouvoir peut-être, à un moment donné, mieux négocier, mieux peut-être aussi, je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être transformer les choses du contenu même de l'entreprise en fonction parfois des candidats qu'ils ont en face d'eux. Donc ça, c'est une façon un peu stratégique commercial de dire en fait on adapte finalement le discours en fonction du candidat. Dès l'instant il y a quelque chose de posé, figé, d'open source où pour le coup les gens en interne consultent cette annonce et sont capables du coup commenter en dessous. En donné il y a le nom de l'entreprise, il y a les gens en interne, donc quand je la publie sur un GitHub, sur LinkedIn, sur Twitter, on peut me commenter, les gens en interne peuvent venir me voir en me disant ça c'est complètement bullshit. Et donc à partir de là je les rassure en disant que déjà j'ai pas eu ce genre d'info qui est venu en interne. J'ai eu les gens en interne
en ayant la possibilité de les rencontrer sur place. C'est-à-dire que moi, je rencontre pendant une journée à une demi-journée tout le staff pour construire l'annonce en recrutement. Donc, des fois, j'ai des remontées, effectivement, qui m'interpellent et je le dis en entretien. Mais globalement, déjà, c'est un indicateur quand même qui montre que l'état d'esprit est là, parce que j'interviewe vraiment des profils très, très différents. Et aussi le fait que tout le long du processus de recrutement, l'information ne risque pas d'être changée. Moi, j'avais à l'époque une annonce non écrite, c'était juste parfois je recherche ça, tu commences à chercher, finalement on veut un junior, finalement en fait on va prendre un mouton à 6 pattes, la 6e patte on sait pas encore exactement ce qu'on veut. Donc le fait que ça change comme ça, c'était la meilleure façon, toi en tant que recruteur, de passer pour un mytho, ou pour quelqu'un qui finalement n'a pas compris le besoin, ou pour quelqu'un finalement qui ne sait pas du tout ce qu'il recherche, tu vois. Donc le fait d'avoir... Ce que tu dis là, c'est que tes clients en fait acceptent de dire ce que tu mets dans une annonce, toi, c'est gravé dans le marbre un petit peu, c'est ça. C'est un peu ça, et ils n'ont pas trop le droit de revenir en arrière. Alors, évidemment qu'il y a le droit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de documentation. Où on va, vers quoi on va, c'est quoi le projet. Donc, c'est une sorte de base de lecture, de réflexion et surtout de concertation. C'est-à-dire qu'on s'est concertés tous ensemble autour d'une table. Moi, j'ai fait une interview vraiment poussée avec chacun d'entre eux. Et au final, j'ai fait une annonce qui est partagée avec tout le monde. Donc, ils ont le droit de commenter, tu vois, en mode open source, cette documentation. Ils ont le droit de dire ça, c'est pas vraiment ça, ça, c'est pas vraiment ça. Donc, dès l'instant où les partager collectivement par tout le monde, on est tous alignés. Et donc, du coup, il y a des informations qui sont quand même assez structurantes. Évidemment, tu peux changer une étape du processus de recrutement. Mais l'information structurante du salaire, des congés, de la politique, de la responsabilité sociétale d'entreprise, ça ne change pas du jour au lendemain, quelque part. Que ça soit aussi en termes de culture d'entreprise, des valeurs, ce qu'ils attendent en matière de compétences techniques, ça ne change pas fondamentalement. Donc oui, évidemment, on peut changer, c'est l'agilité. Évidemment, on peut revenir sur certains points, peut-être même de budget par rapport, je sais pas, un package au général, mais généralement, le fait de tout mettre, ça permet quand même de dire, moi, j'avance aussi sereinement et je suis pas en train d'inventer n'importe quoi. Donc, la confiance, elle est vraiment, la transparence, pour le coup, c'est pas juste, je veux être transparent, ça devient un outil stratégique pour moi, partir sereinement au recrutement et dire aux entreprises que vous aurez les bons candidats. Et la transparence, je la joue encore même plus loin avec les candidats en leur demandant de réaliser un exercice d'écriture, c'est-à-dire sur 5 questions structurantes pour la suite, c'est-à-dire voilà, la vision de la qualité, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, sur plein de questions. Et sur tous les jobs systématiquement, tu fais ça ? Sur tous. Et en fait, je leur dis, l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, l'entreprise, quand elle décide de vous rencontrer, c'est pas uniquement sur la base d'un CV, mais sur des éléments de réflexion de la tech, pour voir si ça peut matcher. Par exemple, la vision de la qualité, c'est souvent un point de mismatch très régulier dans les équipes, entre ceux qui ont une culture vraiment poussée vers du pur delivery et d'autres qui veulent davantage faire des tests, etc. Donc des fois c'est compatible, bien évidemment, mais je parle dans les extrêmes, où des fois il y a des personnes qui partent du principe que ça sert à rien de mettre de la qualité, il faut livrer. Oui, ça marche pour tous les jobs. Voilà, et donc dès l'instant où je pose cette question à un candidat et je lui dis c'est quoi ta vision des choses, déjà la question elle est très large, ça permet d'avoir son opinion sur le sujet, ça permet de le partager avec l'entreprise et de voir s'ils sont raccords. Et vraiment cet exercice, ça permet de se dire, moi quand je le dis au candidat, je leur dis la transparence que vous allez mettre autour de ça va permettre vraiment de se dire à l'entreprise, ok, je me projette bien avec lui, et l'annonce transparente, c'est une façon pour vous, candidat, de dire, ok, je me projette bien avec cette entreprise. Donc vraiment, pour moi, c'est une stratégie pour limiter la casse en matière de recrutement, et jusqu'à maintenant, je croise les doigts, c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Oui, comme tu dis, tu évites beaucoup les mismatchs, donc dès le début sur des questions simples, tu vois, genre il y a 2 jours, j'étais à un meet-up de l'ANDRH, dont je te parlais tout à l'heure, et typiquement, tu as une personne qui disait qu'une de ces questions précales, c'est est-ce que vous êtes ok pour travailler, ils recrutent pour des jobs dans tout ce qui est entrepôt, tout ce qui est manutention et autres, et une des questions, c'est est-ce que vous êtes ok à travailler dans le froid. Ça paraît tout bête, tu vois. Ouais. Mais genre, rien que ça, en fait, tu passes à côté de... t'as 3/4 des CV qui sont plus validés. Parce que du coup, les gens vont se dire non. C'est pas un kiff de tous les jours de devoir travailler quand il fait moins 3 degrés et que tu dois bouger les cartons. Et donc, c'est ce que tu l'as dans une autre mesure, mais c'est vraiment t'assurer qu'il n'y ait pas de mise-alignement dès le début. C'est hyper important. Deuxième, du coup, approche des choses. Donc, le recrutement, c'est soit en gros, les gens postulent via tes annonces, soit du coup, tu vas les chercher. Comment, dans un message d'approche, tu crées cette confiance ? Du coup, comment tu fais quand les gens ne te connaissent pas, tu les déranges dans leur quotidien, tu leur envoies un message qui sort...
out of the blue. Comment tu fais pour créer la confiance alors que les gens ne te connaissent pas? Donc là, déjà, je vais parler de mon prisme. Après, j'ai envie de dire de façon quand même beaucoup plus globale, c'est la confiance, c'est pas quelque chose que toi tu décrètes, déjà, premièrement. Oui, chacun aura des sensibilités à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment que les autres vont dire, tiens, c'est une personne de confiance, je te la recommande, je te conseille de l'appeler. Donc déjà, se poster en mode, voilà, je suis une personne de confiance, c'est vrai que je trouve que ça serait un peu hautain, même si voilà, on me le dit au final, tant mieux. Sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, avant de partir sur ton contenu même de message, c'est ta posture. Est-ce que tu as envie d'être une personne de confiance, tu vois? Il y a des gens, ils vont vraiment être en mode, j'en ai rien à faire d'être une personne de confiance. Tant que je close. Donc mon approche, j'y vais en mode comme un cochon, etc. Donc moi, j'ai à cœur de faire en sorte qu'il y ait cette démarche-là. Donc c'est tout bête, mais déjà, il faut avoir envie. Envie d'être cette personne qui va faire bien son job. C'est con, ce que je veux dire, ça peut sembler la palissade, ça peut sembler tellement bateau, mais c'est quand même ce qui fait qu'il y a des bons professionnels en recrutement et des mauvais. C'est tout bête, mais c'est la base. Ensuite, évidemment, dans l'approche, c'est déjà de ne pas se tromper sur les trucs de base. C'est-à-dire, typiquement, je ne sais pas, le nom de la personne. Souvent, en plus, dans le monde de la tech, ils ont fait exprès, et je le comprends, de mettre des petits smack-lés, des petits points avant le nom et tout. Donc, si tu sens que vraiment, c'est du copier-coller, que tu as fait ce que j'appelle... je sais pas comment on peut dire ça, mais tu sais, voilà, de l'envoi massif du spam, etc. Pour le coup, ça peut donner un message un petit peu, t'as pas vraiment lu qui je suis, donc ça peut renvoyer des mauvais signaux. Ensuite, il y a un peu le côté l'excès de la flatterie. Moi, je trouve que des fois, il y a des personnes qui sont là à dire ton CV ou ton profil, quand genre ça, il est extra, mais c'est génial, tout ce que tu as fait. La personne, elle a juste mis une ligne, je suis développeur Java, quoi. Tu sais, il n'y a rien de ouf, tu vois. Tu sais, à un moment donné, le côté un peu too much pour caresser dans le sens du poil, ou même aller chercher des informations ultra personnelles. J'ai vu dans ton Flickr que tu as pris une photo sur, je sais pas, j'en sais rien, sur un monument à Amsterdam. Tu sais, t'as envie de dire, ouais, non, vas-y mollo. Ça peut être un peu chelou. Il y en a, ils y vont des fois super loin. Je trouve qu'il faut trouver effectivement le bon compromis entre la personnalisation, où vraiment tu as la compétence que tu as identifiée sur un profil et tu sens que ça peut matcher avec ton projet, et je pense qu'il y a 1000 façons de le voir. Il suffit que de prendre peut-être une phrase ou une idée dans une conférence, il suffit peut-être même d'aller chercher un projet GitHub et de se rendre compte que ça peut peut-être matcher sur des éléments métiers ou même des éléments en matière, je sais pas, technique, mais pas besoin de fois d'en faire des caisses sur de la flatterie, sur des éléments ultra personnels. Bien sûr. Par exemple, je sais pas, il y a aussi... qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre? Ou déjà, c'est vrai que j'ai pris dans le sens inverse. Qu'est-ce qui pourrait donner l'impression que t'es pas une personne de confiance plutôt que... mais t'as raison, souvent c'est ça. Voilà, en fait. c'est ça. C'est des red flags que les candidats vont voir. Exactement. Et puis le côté un petit peu... encore une fois, le manque de générosité, tu vois, la rétention d'informations. Je peux pas t'en dire plus. C'est en gros, tu vois, je trouve, c'est ce que je mettais aussi dans mon talk sur la négociation, c'est la notion de faire un pas vers l'autre, tu vois. C'est si tu donnes pas, tu peux pas recevoir, tu vois. Ça fait très chanson Lara Fabian ce que je dis, mais tu vois, il y a un petit côté, en fait, il faut donner un peu, faire un pas vers l'autre, et puis à partir de là, la personne, elle va se dire, ouais, ça me donne envie de discuter avec cette personne, elle a du contenu, Moi, souvent, des fois, des gens, ils sont pas à l'écoute, mais ils prennent ce temps de répondre parce qu'ils ont vu que j'ai pris un temps de rédaction. Bien sûr. C'est con, mais le temps est du coup alloué à la lecture de son profil et à la rédaction d'une annonce. Ils me disent, ok, tu m'as respecté, quoi. Donc, je veux te répondre, et même si je suis pas à l'écoute, je veux bien partager ça, sans même que je l'ai demandé, tu vois. Des fois, les gens disent, ah, si t'es pas à l'écoute, tu partages ça avec ton pote. C'est super agaçant pour les gens. Du coup, il y a un côté, je trouve, très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Mais du coup, le fait encore une fois, je parlais du temps dès le début de ce podcast, c'est que le temps que tu mets dans l'écoute, le temps que tu mets à faire quelque chose de qualitatif, à un moment donné, ça te revient en positif, quoi, globalement. Et c'est ça vraiment, le message d'approche, c'est de faire quand même... des choses qui ne sont pas red flag et qui te semblent être le bon sens dans les relations avec des gens dans ton quotidien, en fait. Tu ne vas pas, une fois, approcher quelqu'un en disant est-ce que ton frère est intéressé, ou je sais pas, ta mère, quoi. Tu vois, ça fait un peu bizarre. Après, il y en a, ils ont réussi comme ça. Au début, c'était peut-être la mode, encore une fois. Je dis au début, c'est moi, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de mass mailing. On l'a tous fait, tu vois, mais on a commencé comme ça. Mais avec du recul, je me dis, le côté un petit peu prendre soin, tu vois, ça prend... du sens aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, je trouve.
et tu perds ce temps-là, mais en vrai, derrière, tu le gagnes dans la confiance que tu crées. Et tu vois, souvent, beaucoup de clients moi, que je peux voir et de recruteurs, on se trompe et moi le premier au début, on se trompe en fait, d'objectif quand on fait un message. On pense que le message va servir à ce que j'en postule, à ce que les gens, du coup, direct soient là, ah oui, bien sûr, je vais travailler. Non, ton premier message, c'est parler à la personne. Ton objectif, c'est d'avoir la personne au téléphone et d'arriver ensuite à la convaincre d'aller dans ton process. Et donc, du coup, ton message, si justement tu te donnes et tu donnes la générosité, tu auras la confiance. Et ensuite, tu appelles les gens, tu les as en premier call. Et là, pour le coup, tu vas plus loin. Et aussi, gros red flag, j'ai oublié, mais des fois, alors ça, c'était mon problème avant. Je le dis franchement, on a tous fait de la merde, et moi la première, et sincèrement, bien sûr. Je vais pas dire je suis extra et les autres sont nuls, hein. Je l'ai fait aussi, hein. Mais l'excès d'humour pourri, où des fois je faisais des jeux de mots, et les gens ils me disaient, mais en fait, de quoi tu parles, ou Python discuter, d'accord, c'est très drôle, tu vois. Mais moi, maintenant je fais ça, tu vois, mais je fais un peu d'humour, mais je donne quand même un truc sérieux derrière. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas, on venait taper à ta porte quand même, et le mec il fait une blague, t'as envie de dire, mais en fait t'as pas autre chose à faire dans la vie, tu sais. Tu fais quoi? Tu fais des claquettes? Je comprends pas. Donc maintenant il faut, je trouve, faire un bon dosage des deux, et c'est pas évident, hein. C'est que des fois t'as envie de faire une blague, je sais pas, ça m'est déjà arrivé des fois de faire un poème, je me suis dit, mais punaise, mais j'ai déjà fait ça, pourquoi, tu sais. Et les gens ils ont été sympas, ils m'ont pas insulté, mais j'imagine qu'aujourd'hui, avec l'effet réseaux sociaux et tout, peut-être que mes mails du passé serait en mode shitstorm sur la place. Je te le cache pas que je serais pas du tout étonnée. Faut que tu retestes. De toujours se regarder quand même comme on était avant aussi, parce que c'est facile de donner des leçons quand on a quand même le pire derrière soi. Et donc vraiment, c'est de se dire des fois l'humour, ouais, si tu sais bien le maîtriser, si tu sais faire l'humour, mais du sérieux derrière, parce que moi des fois ça m'arrive de faire des mails un peu humoristiques, mais quand même je leur dis voilà, l'annonce elle est détaillée, et quand tu vois l'annonce ils disent ok, bon elle est drôle, mais elle est quand même un peu sérieuse aussi, ça passe, tu vois. Mais si tu fais juste des blagues pour faire le clown et qu'à la fin t'as rien à proposer ou rien à donner, bah t'arrives sur Reddit et sur un archi de LinkedIn, quoi. Exactement. Et puis aussi le côté absence, je trouve ça c'est presque un métier de community manager, mais le dernier red flag pour moi c'est l'absence d'ouverture à la critique. Par exemple, t'as quelqu'un, surtout dans la tech, ils vont te répondre, mais en mode énervé, parce qu'ils en ont marre des fois des messages d'approche. Des fois ça se comprend, des fois c'est pas toujours très très sympa, mais c'est quoi le salaire des fois? C'est payé combien? Non mais genre tu me saoules avec ton message, t'as juste pas compris qu'en fait je fais plus de PHP depuis 15 ans, j'ai changé. Bon. Et bah le pire des recruteurs, ce serait de répondre sous le même ton, tu vois. Ce serait de répondre avec des attaques, des trucs ad hominem et tout. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Il faut à ce moment-là vraiment être soit effectivement dans « Ok, je suis désolée », tu sais, le mea culpa, en fait, c'est pas une tare. Hein. Mais aussi de rentrer dans une vraie discussion en disant « Mais voilà, concrètement, qu'est-ce que tu me suggères comme amélioration ?» Et peut-être avec la discussion, il peut se passer des trucs des fois. Mais surtout ne pas fermer en mode soit en étant agressif, soit en étant en mode « Je réponds plus du tout ». Parce qu'au final, on te tend une perche. C'est tout bête, mais des fois, c'est ce que je me dis dans les relations personnelles. Une personne agressive t'envoie plus un message qu'une personne qui te répond pas, tu vois. Oui, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, elle te dit un truc, tu vois, même si ça te fait mal, même si ça touche ton ego, c'est un message qu'elle te renvoie. Alors que quelqu'un qui juste t'ignore totalement, ça pique un peu, tu vois. Donc déjà, si elle a répondu, c'est con, mais il y a un truc, il y a un message. Après, évidemment, voilà, il faut continuer le message, il faut discuter, mais tout de suite se renfermer, et comme j'ai pu voir des fois des screenshots où le gars ou la personne, je sais pas, ça part dans vraiment des clashs en mode c'est ton pote, t'as insulté sa mère et tout, quoi. Tu sais, t'as envie de dire ouais, non, vas-y, doucement, t'es recruteur quand même, faut rester professionnel, même si ça touche un peu, voilà, il faut pas rentrer tout de suite dans des discussions. Et ça, quand je te disais, ça ressemble beaucoup au métier du community manager. Nombre de community managers qui se font remarquer, soit dans l'agressivité, et ça touche la marque, mais ceux qui sont vachement bien, c'est ceux qui font répondre dans l'humour, qui jouent dans le jeu du tacle et tout. Ceux-là, bah voilà, ils ont tout compris, parce qu'au final, c'est ce qu'il faut faire. Il faut soit engager une vraie discussion, soit faire dans l'humour, mais il faut pas fermer complètement la discussion. Trop bien, merci pour ce conseil, et donc éviter en effet de se braquer. Une fois que du coup tu as fait ton message d'approche, tu as les gens au téléphone, est-ce que tu as des conseils justement là-dessus pour créer un cadre de confiance quand tu as des gens en précal? Tu as toujours typiquement, l'autre jour, c'était il y a quoi, une semaine, quelqu'un qui me disait moi directement pendant 10 minutes je pitch la boîte, genre début de l'appel, 10 minutes de pitch. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi tes conseils pour créer un cadre de confiance? Moi justement j'ai suffisamment fait une annonce de 40 000 km pour que t'envoies dès le message, c'est ça? Donc les gens, quand tu les as au téléphone, ils savent ce que c'est le job. Ah bah oui, mais en fait, c'est-à-dire que même quand je fais la confirmation du rendez-vous,
je remets l'annonce en disant Ok, voilà, pour bien qu'il ait lu. préparer le rendez-vous, Ok, trop bien. Donc pas besoin d'en regarde parler. l'annonce. Donc du coup, je mets pas déjà une demi-heure de l'entretien à faire du blablabla sur Ok. l'entreprise. Donc c'est vraiment Donc, tu déjà parles de un quoi, du entretien où, ok, on fait connaissance, on voit déjà ça fonctionne. C'est tout bête, mais moi je pars du principe que c'est comme toute relation humaine, hein, déjà l'écoute. Hein. L'écoute, de dire ok, je t'écoute, vas-y, raconte-moi. Déjà donner le choix à la personne, de dire bah voilà, ton parcours c'est ça. Je suis pas là à lui demander en gros les 10 dernières expériences ou les trucs ultra précis. C'est vas-y, parle-moi de toi en fait. Déjà, ça donne une sorte de tiens, t'as le choix, la balle est dans ton camp. Et là, la personne d'ailleurs, elle est parfois un petit peu décontenancée. Elle se dit est-ce que je dois rentrer sur ça? Est-ce que je sais pas ce qui te semble le plus à partir de ce que tu as pu lire justement dans l'annonce. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi en fait? Et à partir de là, la personne, elle va vraiment déjà rentrer dans la présentation de ce qu'elle est, etc. Donc ça, c'est vraiment important déjà de donner du choix, d'éviter au maximum, je trouve, de couper la parole. Moi, je vois des recruteurs, ils ont envie de leur placer leur phrase, tu vois. Ils sont là en mode ça chatouille, tu vois, les tripes. On est leader de notre marché. Et c'est là, je l'ai dit. Ils sont là, purée, et donc, oui, et donc tu m'as pas dit ça. Et donc, tu sais, ils interviennent toutes les 5 secondes. La personne, elle dit, mais laisse-la respirer, en fait. Elle a juste dit bonjour, je m'appelle Jonathan. Ça tourne bien comme notre CEO. Non, mais voilà, tu vois, toutes les 5 secondes, ça coupe. Alors, moi, je suis pas forcément la personne, encore une fois, je l'ai été cette personne, hein, parce que moi, j'ai un petit côté flot de parole ultra rapide. D'ailleurs, dans ton podcast, il y a des gens, ils vont se dire, purée, mais parle moins vite. Je vais mettre en 0,75. Ouais, exactement, vas-y, fais-le. Je l'ai été, donc c'est pour ça que encore une fois, c'est important de regarder son passé pour bien améliorer son futur, mais vraiment, je pars dire, c'est couper la parole toutes les 5 secondes, ça déjà, ça te met un énorme red flag, où la personne, elle a juste dire, en fait, t'es là pour quoi? Pour m'invectiver, pour mettre ta petite punchline qui rigolote, pour parler de toi, c'est quoi l'objectif, en fait? Et des fois, même dans les relations, même si les gens, ils aiment pas comparer, mais c'est quand même, je trouve parfois, et ça aussi dans les relations amoureuses à l'époque de Tinder ou je ne sais quoi, moi quand je le faisais en tout cas à l'époque, putain mais qu'est-ce que ça me saoulait d'avoir quelqu'un en face de moi qui ne parlait que de lui, tu sais, ou qui je sais pas, toutes les 5 secondes je parle de moi, il fait des allusions à lui. Ah oui, c'est comme moi quand du coup voilà, je suis allé en Costa Rica. C'est insupportable, t'as envie de dire mais écoute en fait, après on discute. Donc vraiment c'est tout bête, mais déjà laisser le temps d'écoute pour que la personne puisse parler d'elle. C'est tout bête, mais c'est genre la base. Ensuite, pour vraiment que ça inspire confiance, c'est à un moment donné de vraiment poser des questions sur l'évaluation des compétences. C'est-à-dire rentrer sur le terrain de voilà, qu'est-ce que tu as compris de l'annonce et si tu te retrouves dans cette situation-là, comment tu réagis? Moi, souvent, je pose des questions, déjà les mêmes pour tous les candidats. C'est-à-dire que vraiment, je peux comparer du coup et j'ai une trame assez directe. Et je pose des questions sur, voilà, pour toi, c'est quoi ta vision d'un bon développeur ou d'une bonne développeuse? Qu'est-ce que tu mets derrière ça, tu vois? Si tu te projettes dans cette entreprise, sur cette problématique que tu as pu observer dans l'annonce, qu'est-ce que tu mettrais en place ou quelles sont tes idées, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de comprendre à un moment donné déjà la projection. Déjà, si la personne, elle estime avoir les compétences, je pose des questions aussi sur la question du stress. On n'en parle pas souvent en entretien, mais voilà, quelles sont tes sources de stress au travail? On en a tous. Comment tu les gères? Donc du coup, ça permet vraiment déjà de rentrer sur beaucoup l'humain, alors que c'est des gens techniques en face de moi, tu vois. Souvent, les recruteurs veulent se travestir en disant tiens, je vais rentrer sur la technique pour faire genre je suis technique. C'est très bien. C'est pas ce qui fera le succès d'une mais au final, ça se sent un peu que t'es déguisé en mouton dans la bergerie, tu vois. Ça se voit un peu. Donc des fois, va juste sur ton côté humain. Moi, c'est mon truc. Des fois, ils sont surpris d'avoir eu autant à parler d'eux sur le plan humain. Et ils sont très contents de ça parce qu'ils n'ont pas toujours cette possibilité-là de parler d'eux en tant qu'humains. Et la tech, ils en parleront plus tard. Voilà, et puis moi, des fois, je pose des questions très généralistes sur la tech. Sur, voilà, à un moment donné, la question du delivery, quand ils ont été confrontés à ce problème par rapport à un truc que j'ai pu entendre dans leur présentation, comment ils auraient fait autrement s'ils avaient eu les clés de la maison, etc. Donc, j'en pose quand même des questions pour avoir un peu la maturité du raisonnement et s'ils sont professionnels ou pas. Mais ça reste quand même très humain. Et surtout, vraiment, toujours laisser un espace aux questions. C'est tout bête, mais des fois, il y a des entretiens, tu as genre 1 minute pour des questions. Moi, je le laisse à la fois à la fin de l'entretien, je leur fais toujours un feedback. Toujours, c'est-à-dire vraiment, je leur dis voilà les points forts de ta candidature, les points forts de façon générale dans ta présentation, parce que c'est mon côté agent de carrière, du coup, c'est pas que pour le poste, mais aussi, pourquoi j'estime que leur candidature, elle est pas mal. Et les points d'amélioration, aussi bien pour le poste, mais aussi pour les prochains entretiens qu'ils vont faire par ailleurs. Donc ça, toujours un feedback, ça leur plaît bien, parce qu'ils me disent « j'en ai jamais ». Donc ça, c'est vrai que ça m'avait surpris de voir qu'ils n'ont jamais de retour sur
leur entretien en général, en fait, sur comment ils se sont présentés, pourquoi ça pourrait matcher. Moi, je leur dis mes zones d'interrogation, ça peut le faire, ça, j'ai un peu des doutes, mais c'est pas moi qui décide. Mais déjà, rien de dire ça, ils ont l'impression que, voilà, je les mets sur un rapport équilibré, tu vois. Eux, ils postulent, mais moi aussi, je cherche, tu vois, et on est sur la même problématique. Tu veux ce poste, moi aussi, je veux ce poste pour toi, et on va tout faire pour, mais tu vois, il y a un petit côté où finalement, on est ensemble, et ça plaît bien, tu vois. Je suis pas là à juger, je suis là à dire, ok, voilà les points sur lesquels ça peut converger, et les points sur lesquels ça peut diverger, et voilà comment on pourra y aller ensemble, etc. Et donc, le questionnement, je le fais donc, oui, à la fin, en disant, voilà, quelles sont tes questions, mais je le laisse aussi dans le fameux exercice d'écriture, où je leur donne la possibilité de dire, bah voilà, de partager leur motivation. Bon, ça ressemble très à la lettre de motivation, mais je leur dis aussi, n'hésitez surtout pas à mettre toutes vos questions. Quels sont vos doutes, vos questions, vos critiques. Que tu transmets à l'employeur. Voilà, exactement, parce qu'au final, c'est des fois des trucs qui sont jamais mis sur la table. Je l'ai remarqué assez souvent. Ça arrive à un moment donné, tout à la fin, au moment du closing, tu dis, ça y est, c'est bon, c'est fait, j'ai conclu, Jean-Claude. C'est parti. Et là, t'es heureux et tout, t'es content. Et en fait, à la fin, bah non, j'avais un énorme doute sur ça. Et j'ai fait, mais pourquoi on n'en a pas parlé ? Par exemple, qu'ils posent à ce moment-là Bah, c'est quels sont tes doutes et tes motivations, et quels sont tes doutes et tes interrogations. Et la personne, des fois, se lâche sur plein de trucs. Ça peut être des doutes sur les RTT. Ça peut être des doutes, par exemple, sur le fait que le poste, il est un petit peu trop polyvalent et ils savent faire que 2 trucs sur les 5 trucs demandés. Bon, je caricature, mais des fois, c'est un peu ça. Ça peut être des doutes sur plein de choses. Et donc, du coup, de le mettre sur la table et de l'écrire noir sur blanc, l'entreprise, elle le sait, tu vois. Elle se dit, tiens, là, si je recrute, c'est en connaissance de cause, tu vois. Et du coup, il y a des fois des discussions autour de ça. Et les réponses aux questions, ça aide la personne à être sereine. En fait, la confiance, c'est ça, c'est de créer de la sérénité, tu vois. Pour tout le monde, moi, pour lui, pour se dire, ok, on avance, ça va se transformer, tant mieux. Et si ça se transforme pas, bah tant pis. Et effectivement, quand ça se transforme pas, je leur dis aussi... à la fin de l'entretien, et ça c'est appréciable, que quoi qu'il en soit, j'espère être utile. C'est-à-dire que j'espère les aider aussi dans la recherche de job en dehors de ce poste-là. Ok, du coup là tu as un cadre serein qui est posé. Toi, est-ce que dans ton travail tu fais aussi des entretiens, en gros entretien 1 après la précale, tu fais aussi ça, est-ce que du coup toi tu t'arrêtes, ton job s'arrête à ce moment-là, ensuite tu envoies au client et tu coaches tes candidats, ou est-ce que tu fais aussi des entretiens tech par exemple Non, plus poussés? Ça je fais pas d'entretien tech. Ouais, donc du coup le gros de ton rôle s'arrête c'est ça, s'arrête exactement. Ici. Mais du coup c'est tu vois, j'ai une bonne transition, tu te transformes en gros en évaluatrice, en coach, ensuite je suppose le long du process, comment tu aides les candidats une fois qu'ils ont passé la précale et qu'ils sont en process dans ton entreprise pour laquelle tu travailles? Bah, je les aide surtout à avoir conscience déjà de ce qu'ils renvoient, en fait. C'est tout bête, mais la première perception, c'est celle tout de suite qu'on capte en entretien, et des fois, ça peut leur jouer des tours sur aussi la longueur de leur de leur présentation, etc., être synthétique, avoir de l'impact, de la valeur dans ce qu'ils vont dire. Donc ça, je les coach énormément sur... Après, tous n'ont pas besoin, quoi. Voilà, je dis ça, mais clairement. Ceux qui le demandent et ceux qui le souhaitent, évidemment que je le fais. Mais ceux qui en ont besoin, vraiment, je leur dis à un moment donné, des fois, les éléments de langage, les éléments de posture peuvent faire que tout simplement, une personne passe devant vous et vous n'en avez pas forcément conscience. Donc c'est important déjà de vraiment montrer que dans leur discours, qui se dévalorise pas, et à contrario aussi, qui soit pas en mode tu vois, je suis le meilleur, j'ai fait ça, j'ai fait... Ouais, je leur dis franchement, mettez un peu plus de nous, mettez un peu plus de d'eau dans votre vin, essayez de comprendre que c'est davantage une réflexion collective, etc. Donc moi, j'essaie de faire... Après, je leur dis, je vais pas vous changer en une journée, je vais pas vous changer... c'est vraiment, je vous donne des billes, en fait. Et en fait, c'est ça peut-être aussi qui est appréciable, c'est que je leur dis pas, je vous demande pas de vous transformer, d'être d'autres personnes en entretien, juste pour que finalement, derrière, ça se conclue. Mais je leur dis, voilà, moi, ce que je constate, voilà comment vous pouvez performer. Mais après, ça, je pars du principe qu'ils sont grands, tu vois. Je sais pas, comme j'aime pas d'ailleurs ces principes-là, des fois, de beaucoup de SN, hein, c'est con, mais le côté un peu maternage où tu prends par la main, tu réponds même à la place de l'autre en entretien, en mode non, il a pas voulu dire ça en fait. Je pense qu'il s'est pas du tout bien exprimé. Tu sais, il est à côté. T'as l'impression qu'il est pas là. Tu sais. C'est un enfant. Et vas-y, va faire du coloriage. Je vais répondre à ta place. Quoi. Non, c'est un peu gênant. Tu vois. Je pars du principe, c'est des gens. Voilà, ils sont parfois plus grands que moi. Ils ont 50 ans pour certains. Quoi. Non, je vais pas jouer les personnes qui savent mieux qu'eux. Mais je leur donne des outils pour
être de meilleures personnes en entretien, quoi. Ouais, tu les c'est aussi ton costume d'agent de carrière, tu vois, agent de talent, qui est d'ailleurs, enfin, t'es une des premières à avoir, je pense, coin, à avoir trouvé ce terme en français. Et maintenant, t'as fait plein de bébés, tu vois, il y a plein de gens qui s'appellent maintenant agent de carrière, agent de talent, et qui s'inspirent justement de la relation que t'as avec tes candidats. Ce serait une dernière question, du coup, l'inverse, en gros, donc là, t'as parlé beaucoup de confiance. Est-ce qu'il y a un risque à créer est-ce que ça existe un excès de confiance? Est-ce que c'est possible, en gros, de créer tellement de confiance que X action se passe derrière? Alors, le seul excès de confiance que je peux te citer comme ça, c'est parfois comment expliquer ça, ce côté un petit peu où justement, alors j'essaie de trouver les termes parce que j'ai pas envie de paraître prétentieuse, mais il y a le côté un peu starification des fois de mon travail, en mode Charlet la star, nanana. Des fois je me dis oh là les gars, ça va, je suis 1m59, je suis juste dans mon petit bled de 92, je suis personne, bref. Et donc il y a un petit côté non mais là clairement je te donne les clés de la maison, je sais que tu vas nous faire de super recrutements. Je fais on redescend, c'est ensemble qu'on fait le recrutement, c'est pas moi toute seule. On n'est pas dans l'excès de je donne toutes les clés de la maison et on va faire le travail ensemble. Non, non. Tellement confiance qu'ils pensent des fois il y a un petit côté voilà, ils peuvent dire en fait c'est juste parce que c'est Shirley qu'on va faire de super recrutements. C'est la méthode en fait. Je leur dis voilà, moi c'est ma méthode, elle est complètement transposable certainement avec d'autres personnes. C'est la façon dont moi je perçois le recrutement comme étant qualitatif, mais c'est pas moi Shirley mon nom en mode plaque dorée qui va faire que ça va être un super recrutement. J'ai envie de dire, des fois je leur dis à un moment donné c'est aussi vous, on est une équipe quoi, le recrutement il n'est pas compliqué en soi, il est complexe parce qu'il y a plusieurs éléments d'intervention, il y a plusieurs parties prenantes, il y a le hiring manager, quoi, le manager tout court. Bon, il y a l'équipe, il y a plein de trucs, donc ça va être ensemble en fait que si on arrive à se coordonner, à se comprendre et à être alignés, ça va fonctionner. Mais sinon, je vais pas faire par magie des recrutements. Et des fois, il y a un petit peu ce côté, on voit un peu plus belle que je ne le suis, c'est-à-dire avec un énorme réseau, je vais faire de la magie, tu sais, je suis pas gourou, tu sais. Et pareil pour les gens aussi côté candidat, où on s'imagine que je vais trouver l'entreprise comme ça en un claquement de doigts, alors que le marché il est compliqué. Moi, souvent, je suis là à dire justement l'excès de confiance. On redescend d'un coup. Voici mes faiblesses. Voici en quoi je peux être pertinente, mais aussi en quoi je peux clairement ne pas réussir le job. En fait, s'il se passe ça. Donc moi, souvent d'ailleurs, avec mes clients, pour parer à l'excès de confiance, j'essaye de faire ce que j'appelle une petite charte de qualité. Ma méthode de qualitatif qui fait que ça fonctionne. Donc dans l'expérience candidat, dans l'expérience partenaire aussi. On parle beaucoup de l'expérience candidat, mais pas assez de l'expérience cabinet de recrutement et entreprise. Donc finalement, ça joue énormément dans l'expérience candidat. C'est un bon podcast. Voilà. Et donc, du coup, je leur dis, voilà, en gros, ma méthode, est-ce qu'on est raccord sur ça, quoi? Parce qu'au final, c'est ce qui va faire que la Shirley magicienne va réussir, tu vois. Sinon, ça ne marchera pas. Et pareil pour les candidats, des fois, je leur dis, voilà, ce périmètre, dans telle région, j'y connais un petit peu moins. Clairement, ce métier, ce n'est pas les métiers que je fais le plus souvent. Donc, as-tu conscience que si tu payes mes services, la pertinence sera peut-être pas aussi folle que ce que tu le voulais, tu vois. Donc ça, des fois, je leur mets vraiment des warnings en mode... Et ça, c'est appréciable aussi. On dit, mais c'est pas grave, je vais quand même travailler avec toi. Ok, mais c'est ok que voilà, je peux aussi ne pas être la personne la plus pertinente. Et des fois, je recommande plein d'autres personnes que je trouve plus pertinentes. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, ces personnes me disent aussi, merci, c'est cool, tu m'as recommandé quelqu'un qui est très bien. Et ça me va, tu vois. Et ça leur fait du bise en plus, c'est d'autres gens qui font la chasse, c'est ça, donc tant mieux. Après, l'excès de confiance, c'est aussi des fois, ça je l'ai connu plus avant, maintenant beaucoup moins, mais le côté un petit peu, je trouve malheureux, des managers qui te disaient il faut être pote avec le candidat pour que ça avance. Et il y avait un peu ce côté, c'était années 80, pas 80, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, c'était les années, des années 2008, quoi, j'en sais rien, c'était dans les années 2000... 12 quoi, bref 12-14 c'est ça, où il y avait un peu ce côté tu débutes dans le job, ta seule arme c'était une meuf, c'était sympa et en gros tu dis les mots-clés, tu vois. Et il y avait un peu ce côté où finalement ça pouvait des fois vriller sur un truc très chelou où la personne elle croyait que tu l'as draguée, tu vois. Et surtout c'était une femme et il y avait un peu ce côté ça partait sur des considérations à l'entretien où ça n'avait pas lieu d'être, tu vois, genre t'es célibataire, t'es machin, t'habites où. Je suis là, en fait on s'est mal compris, non moi je veux rien du tout, je veux juste recruter, quoi, tu sais. T'envoies des signaux qui sont pas bons, voilà, exactement. J'ai envie de dire que aux personnes surtout qui débutent un peu dans le job, ne tombez pas dans ce vice où finalement des managers au-dessus vont vous dire de jouer un peu sur soit vos attributs physiques,
soit sur des comportements limites, mais ça existe encore. C'est pour ça que je dis ça, parce que je pense pas que ça soit complètement mon époque à moi. Il y a encore beaucoup trop, je trouve, d'attitudes, où on dit jouer sur ça, mettez des jupes, etc. Donc l'excès de confiance, c'est ça un peu, c'est se dire tiens, on va créer une confiance sur de mauvaises bases, tu sais, sur le côté copinage, alors que à mes yeux, c'est la meilleure façon, je trouve, non seulement de te décrédibiliser toi en tant que recruteur ou recruteuse, ouais, t'es plus pro quand tu fais mais ça. surtout d'avoir beaucoup de difficultés derrière à annoncer des feedbacks, à annoncer des refus. Après, ça va être t'es pas sympa, t'es pas mon pote, je crois qu'on était amis et tout. Non, mais en fait, et d'ailleurs, beaucoup de managers des fois se retrouvent vraiment dans l'impasse quand ils jouent les rôles des bons copains, quand il faut faire les licenciements, quand il faut faire des recadrages sur des éléments, ils vont te dire attends, du coup ils arrivent plus à avoir ce côté bad cop entre guillemets, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire rester professionnel, et l'excès de confiance ne doit pas se traduire en excès de copinage ou en excès de comportement un petit peu limite, quoi. Ouais, tu dérives pas sur quelque chose comme tu dis de perso et de chelou, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup tu as une sorte de dernière chose, de phrase de fin, de conseil final sur la confiance avant que je te pose les 3 questions que je pose à chaque invité à chaque fin d'épisode? Est-ce que tu as une phrase de fin, une remarque de fin, un conseil? Ouais, j'ai envie de dire vraiment, l'écoute, c'est pas un gros mot. L'écoute, c'est pas quelque chose qui fait perdre du temps. Parce que moi, quand j'ai commencé en recrutement, je me rappellerai toujours de ces moments où on passait plus de 5 minutes au téléphone avec les gens et c'était considéré comme trop long. Tu vois, 5 minutes, s'il te plaît. C'était un cap de conseil ou de l'ESN? Ouais, cabinet de recrutement. On se faisait gronder, je me rappelle. Faut que tu fasses du volume, quoi. Avec ma collègue, on restait trop longtemps. Donc le temps, c'est pas un truc sale, c'est pas un truc qui fait perdre du temps. L'écoute, c'est pas un truc qui finalement est pour les faibles, ceux qui savent pas faire leur job. Non, au contraire, en fait, l'écoute, ça doit être vraiment, j'ai envie de dire, encore plus dans une société qui part en cacahuète à tous les niveaux. Pour le coup, c'est pour moi, à mon sens, la base de l'humanité. Les gens qui arrivent à s'écouter, à débattre, à échanger sur des choses à la fois qui les rassemblent, mais aussi sur des choses clivantes, qui savent aussi écouter l'histoire des gens, c'est-à-dire effectivement, il ne faut pas rentrer sur des éléments de copinage, mais quand la personne te raconte qu'elle a eu un cancer, ou qu'elle te raconte qu'elle a vécu une pause parentale, ou qu'elle te raconte qu'elle a un neuroatypisme, que ça ne doit pas devenir quelque chose où finalement, en mode fuite en avant, je ne veux pas entendre, c'est trop dur pour moi à entendre. Non, il faut vraiment que ça devienne un moment où la personne, elle se confie, elle te donne de son temps, elle te donne quand même de ses données personnelles, tu vois, c'est de la donnée personnelle quand même. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est que l'écoute, c'est pas un gros mot. Et aussi, la data, on en parle beaucoup dans le recrutement, comme étant l'élément phare. On parle de l'IA, on parle de plein de choses qui disent la data, il faut absolument la récolter pour faire des bons recrutements. C'est vrai, ça permet de personnaliser, ça permet d'avoir quand même une base de candidats qui, entre guillemets, c'est un élément de discussion commerciale, c'est un argument commercial. Mais pour moi, le plus important, c'est le care, quoi. Puisque la data, c'est le soin. Parce qu'en final, la data, les gens l'oublient. Ton chiffre d'affaires, tu l'as oublié. Ton salaire, des fois, tu sais même pas le dire en entretien. Je sais pas combien je gagne et tout. Mais par contre, les gens se rappelleront toujours comment tu les as traités. Toujours, même 10 ans après, ils se diront punaise, je me rappelle de ce manager, comment il a été trop cool quand il m'a fait progresser. Bien sûr. Je me rappelle de cette recruteuse qui m'a donné ma chance sur ce job. Et même les enfants, des fois, c'est ça, tu vois. Moi, je fais le rapport en tant que mère. Des fois, ils se rappellent pas des cadeaux, tu sais, ça devient le truc, j'ai utilisé une fois, ça finit dans la chambre ou je sais pas où. Mais par contre, ils se rappelleront des souvenirs, tu vois. Ils se rappelleront des souvenirs d'un bon moment assis au bord de la mer. Ils se rappelleront je sais pas, de l'écoute que tu as eue sur un problème avec eux. Et j'ai envie de dire, c'est ça, en fait. C'est que vraiment, le soin, c'est pas un truc de faible. L'écoute, c'est pas un truc de faible. C'est un truc qui permet de vraiment faire son job de façon qualitative et d'être un peu dans notre fameux humanité, dans le recrutement, mais pas que, aussi dans la société, etc., etc. Magnifique comme phrase finale. Et donc on l'a retenu, donc faut être dans le care et dans l'écoute. On espère d'ailleurs que les gens qui nous écoutent en ce moment sont restés jusque-là pour entendre ton envolée lyrique finale. 3 questions du coup que je pose à chaque candidat, tu vois, des formations professionnelles, à chaque invité. Première question, est-ce que tu aurais un contenu que tu aimes et que tu recommandes? Ça peut être un livre, ça peut être un article, ça peut être un podcast, ça peut être ce que tu veux. Alors justement, côté livre, j'en ai tellement dans tête. Moi j'aime bien les côtés un peu psy, donc franchement je regarde des fois pas mal de trucs autour de ça, etc. Et il y a le livre de Gringe sur Ensemble on aboie en silence.
Ok. Donc, ça parle en fait de la schizophrénie de son frère Thibaut. Et franchement, moi j'aime bien ce genre de livre parce qu'en fait, il y a tellement de problèmes psychologiques qui sont d'une part invisibles et qui sont aussi tellement, j'ai envie de dire, déformés par la télé, tu sais, ou par les films, où des fois on voit forcément un sociopathe ou j'en sais quoi, un schizophrène, pardon, avec une image de tueur en série direct, alors que parfois il y a des réalités autour des troubles psychologiques qui sont, on va dire, très différentes d'une personne à une autre, même l'autisme, que ce soit une femme ou un homme, ou même il y a différents types d'autisme chez une même personne, quoi, pas chez une même personne, mais entre les différentes personnes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ce livre m'a beaucoup plu pour ça, parce que vraiment, il raconte son histoire familiale, le procédé de la compréhension de son frère, etc. Donc bref, franchement, je le recommande à fond. Mais tous les livres comme ça aussi, hein. Il y avait aussi un autre livre sur l'autisme, je ne me rappelle plus du nom, mais bref, je pourrais à la limite le mettre. Ouais, tu pourras me l'envoyer, je le mettrai en description, super, en plus de celui que tu viens de dire, Ensemble en aboie. Je crois que c'était La fille méchante, je crois. La fille méchante. Ouais, je sais plus. La fille pas sympa. Ouais, non, mais ouais. Elle se présentait comme ça, et franchement, j'ai adoré son livre, je l'ai lu en entier. Bon, bref, c'est trop bien. C'est bien, je l'ai lu en entier. Mais c'est un critère. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, il était super, quoi. J'ai beaucoup aimé. Elle raconte aussi son enfance sur l'autisme, et chez une fille, c'est pas toujours la même version de l'autisme que parfois chez les garçons, donc vraiment super. Je mettrai aussi du coup en description. Deuxième chose, qu'il y a une personne que tu aimes et que tu recommandes en lien avec le recrutement ou pas. Ça peut être quelqu'un qui tu penses devrait venir derrière le micro Tam Tam, ou en général des gens qui t'inspirent dans la vie de tous les jours. Dans le recrutement, forcément ? Pas forcément, ça peut être autre chose. J'aime bien Fanny Vaccaro, tu vois, qui a fait Potentiel IT, qui a mené aussi un petit peu son côté agent de carrière dans la même lignée, mais pas tout à fait par rapport à ce que je fais, et qui en fait depuis très longtemps. En fait, ce que j'aime bien, c'est que de donner la parole aussi à des personnes, des anciens, tu sais, ça fait très daronne de dire ça, mais j'aime bien aussi les gens qui... Elle va se vexer certainement en m'écoutant, en disant putain, ancien, quoi. Elle n'est pas non plus... Ça fait trop. Attends, mais des fois, j'ai zéro fil, c'est horrible, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a une grosse expérience dans le recrutement, et puis elle a vraiment poussé aussi le côté agent de carrière. Donc je pense forcément à des gens qui ont essayé un petit peu d'aller dans le même délire, et Tanguy Barry aussi. Ouais, bien sûr. Je sais pas s'il a déjà été sur ton podcast, non, pas encore. Mais voilà, il a un côté agent de carrière. Ouais, j'aime bien, tu vois, j'aime bien comment il prend ses prises de position, sont assez honnêtes aussi. J'ai eu de bons échos le concernant, quoi. Voilà, je le recommanderais bien aussi, quoi. Deux personnes. Ouais. Et troisième question pour toi, Shirley, est-ce que tu aurais une série ou un film que tu recommanderais ? C'est pareil, pas forcément rien avec le recrutement. C'est ton moment programme télé-loisirs. Alors, moi j'adore tout ce qui est déjà avec l'acteur Pierre Ninet, je sais pas pourquoi. Okay, tu parlais du film de Fiasco récemment. Je le kiffe, cet acteur, je sais pas, il me fait rire et tout, vraiment, j'adore. Et donc Fiasco, j'ai vu la série, je me suis dit tout le monde en parlait mal en disant c'est nul et tout. Ouais. Et moi j'aime bien le côté un petit peu méta du truc, c'est-à-dire au final dans l'histoire, c'est un tournage, et nous on voit un tournage, et en fait c'était un tournage d'un film qui parle, bref, le côté poupée russe comme ça, rigolo, un petit peu trop drôle. Et puis voilà, c'est un bon acteur, c'est un bon moment détente. J'en arrive à un stade où vraiment des fois même des trucs de dessin animé, ça me fait tellement kiffer, avoir toute l'actualité. Des fois tu fais je vais juste regarder Ladybug au cinéma avec ma fille, c'est trop bien, tu sais. Donc non, franchement voilà, c'est la série, c'est ce que je recommanderais. Après je suis peut-être un peu trop terre à terre, je suis pas trop t'as raison, c'est pas besoin d'un truc inspirationnel. Voilà, pas après j'en ai peut-être d'autres à te citer. D'ici là tu me les enverras et je les mettrai en description pour le programme télé des gens le soir qui se disent tiens, qu'est-ce que je vais regarder, je vais prendre les conseils de Tam Tam. Ouais, non, les Fiasco, j'ai kiffé, j'ai bien rigolé, franchement, je me suis trop mal. Bien. Puis le sujet, il était un peu, en fait, ce que j'aime bien, c'est la blague et l'humour qu'on arrive à faire aujourd'hui sur un sujet quand même quand on parle quand même d'un film sur les résistants dans le nazisme, à l'époque des nazis, quoi. Ouais, c'est un peu lourd quand même le sujet. Et au final, derrière, ils ont réussi à faire un truc vraiment drôle. Canon. Et je trouvais que c'était un pari quand même pas évident. Écoute, j'irai jeter un coup d'œil alors. Ouais, franchement, moi, je le recommande. Merci pour toutes ces recos. Merci pour tous les conseils que tu as donnés sur le thème de la confiance. C'était un plaisir de t'avoir dans l'enregistrement. Et puis, écoute, passe une bonne journée, Shirley. À la prochaine. À toi aussi. Merci à bientôt. Beaucoup. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques, et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là,
Mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.